Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes pour un hors-série avec en fil rouge ce soir un grand témoin étranger. Il se trouve être un invité exceptionnel, c'est le scribouillard de Tante Julia qui nous fait l'honneur d'être avec nous, le péruvien Mario Vargas Llosa, journaliste, romancier considérable et prix Nobel de littérature en 2010. Vargas Llosa qui dit souvent « le pouvoir, c'est l'ennemi » analysera avec nous plusieurs événements de la semaine qui mettent en œuvre des situations de pouvoir. La campagne des élections européennes, tout d'abord, elle a démarré en Italie avec un affichage sulfureux, la rencontre Marine Le Pen, Matteo Salvini, qui prétendent incarner une Europe qui protège. Les ennemis de l'Europe sont ceux qui sont enfermés dans le bunker de Bruxelles, qui ont amené à l'Europe la précarité et qui refusent de laisser la place. Nous travaillons pour redonner un futur aux 500 millions de citoyens européens, à commencer par les Italiens et les Français. Mais qui incarne le mieux une Europe protectrice, Emmanuel Macron ou Matteo Salvini? Nous verrons. Autre dossier ce soir, le Brésil, le pays de l'avenir, comme disait l'écrivain Stefan Zweig. Le Brésil qui pourrait élire à la présidence de sa République fin octobre un libéral d'extrême droite, homophobe, raciste et nostalgique de la junte militaire. Vous retrouverez à la fin de l'émission, par ailleurs, les tendrons, Mauduit et Saltiel, qui sont avec nous. Et pour parler de quoi? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. De quoi parlez-vous ce soir? Je vous emmène à Francfort. C'est pas la foire à la saucisse, mais non, c'est le salon du livre. C'est en ce moment, c'est génial. Vous allez voir une aventure qui commence au Moyen-Âge, qui se poursuit à la Renaissance en plein humanisme. C'est magnifique. Parfait. Et vous, François Saltiel? Je vous emmène dans un endroit qui n'est pas très réjouissant. Ce sont les maisons de retraite, leurs sous-effectifs, mais aussi peut-être une solution miracle, les robots. À tout à l'heure. Nadia Dam, bonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Claude Askolovitch, bonsoir. Bonsoir. Mario Vargas Llosa, bonsoir. Merci de vous prêter au jeu, d'être le témoin, d'être le fil rouge de notre hors-série. Être à Paris, quasiment 60 ans après la première fois que vous avez mis les pieds dans la ville lumière, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes arrivé ici en 59. Beaucoup de nostalgie. Oui. Beaucoup de nostalgie. C'était un Paris très différent, mais je suis très attaché aux souvenirs de cette époque. Mais c'est un Paris grâce auquel, alors que vous n'aviez que 23 ans, vous avez découvert que vous étiez sud-américain. Comment se fait-il? C'est très paradoxal. C'est à Paris que vous avez découvert la littérature sud-américaine? Vous savez, à l'époque, l'Amérique latine n'était pas très Rayonnante. intégrée. Au Pérou, on ne savait pas ce qui s'est passé en Équateur, au Chili, en Colombie. Ouais. Alors, je crois que je ne me sentais pas un latino-américain. J'étais un Péruvien, mais je lisais surtout les Européens, les Américains. Et c'est seulement à Paris, dans les années 59, 60, 61, que j'ai commencé à me sentir un latino-américain. J'ai découvert que le Pérou faisait partie d'une communauté qui partageait beaucoup de problèmes, de traditions, où on voulait changer beaucoup de choses. Et à l'époque, c'était la découverte par la France, par l'Europe, de la littérature latino-américaine. Bien sûr. Et ça m'a donné un esprit latino-américain. À Paris. On va en reparler dans un instant, mais d'abord votre portrait, Mario Vargas Llosa, dit Super Mario, votre portrait réalisé par Sandrine Lecalvez, regardez. Mario Vargas Llosa est un conquistador, un explorateur du réel et de l'imaginaire. Un pied en Europe, l'autre dans la cordillère des Andes. Sous la plume de l'écrivain péruvien de 82 ans, plusieurs décennies de répression et d'élan démocratique en Amérique latine. Une œuvre magistrale couronnée d'un prix Nobel de littérature. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Mario Vargas Llosa entre en résistance très tôt. Son père est terrifié par cet enfant qui écrit de la poésie. Il l'envoie au collège militaire de Lima. Au lieu de rentrer dans le rang, l'adolescent écrit des nouvelles érotiques et les lettres d'amour de ses camarades. Un Cyrano de Bergerac péruvien, fasciné par la littérature française. Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. Écrire et agir. Mario Vargas Llosa est un jeune communiste exalté, très vite déçu par les dérives des révolutions qui ont secoué l'Amérique latine. Cuba, avec 1,5 million d'exilés,
dans le monde. Il faut avoir exactement le même courage pour condamner Castro de celle qu'on a eu pour condamner Staline. L'écrivain et essayiste se tourne vers le libéralisme. La politique d'austérité de Margaret Thatcher devient le modèle qu'il souhaite importer au Pérou. Candidat à l'élection présidentielle de 1990, Mario Vargas Llosa perd la bataille face à Alberto Fujimori. L'an dernier, il est de nouveau apparu passionné à la tribune d'un immense rassemblement à Barcelone contre l'indépendance de la Catalogne. La democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. Une vie de combat et d'engagement, parfois polémique. La conversion de Mario Vargas Llosa au libéralisme interroge encore ses fans de la première heure. On en parlera plus tard du libéralisme. Je vous voyais vous regarder avec mélancolie. Avec mélancolie, oui, avec bien un sûr. peu de mélancolie. Mario Vargas Llosa, sans Gustave Flaubert et Emma Bovary, vous ne seriez pas devenu écrivain? Ah oui, il a eu une influence énorme. Ouais. J'ai lu Madame Bovary immédiatement En arrivant ouais. à Paris en 1959, l'été 1959, et j'ai été bouleversé par Madame Bovary. Et je crois que Flaubert m'a permis de découvrir l'écrivain que je voulais être. Il m'a montré que c'était possible d'être un écrivain réaliste en aimant beaucoup la forme, les mots, les structures d'un roman. Je crois que c'était ça qui m'a surtout impressionné dans Madame Bovary. Quand vous avez prononcé votre discours de réception pour le prix Nobel en 2010, vous avez dit quelque chose de magnifique. Vous avez dit « Les fabulateurs, les écrivains, donc, propagent l'insatisfaction car ils ne sont pas contents du monde dans lequel ils vivent ». C'est comme ça que vous voyez l'aspiration et la fonction de l'écrivain, du littérateur, tout à fait. Propager l'insatisfaction. Je crois que la fiction, c'est-à-dire la littérature, vous montre la pauvreté du monde réel par comparaison avec le monde que nous sommes capables d'inventer, de fantasier. Et ça nous donne une espèce de puissance critique. Conscience de la pauvreté du monde réel par comparaison avec le monde que nous sommes capables d'imaginer. Et je crois que cette insatisfaction est le moteur du progrès, du changement de la réalité, de la société. Mais alors, quand je vous vois superbement haranguer des foules en Espagne, est-ce que vous vous dites quelque part, mais mon vieux Mario, fait autre chose, écrit des romans? Vous avez l'air de goûter la politique quand même, pour quelqu'un qui sait que la vérité est dans les romans. Vous savez, j'appartiens à une génération pour laquelle il était impossible de séparer complètement la littérature de la politique. C'est très différent aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 50, 60, les écrivains sentaient qu'ils avaient une obligation morale de participer dans la vie politique. C'était l'enseignement des existentialistes, Camus, Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir. Ils étaient des écrivains, mais en même temps, ils étaient très engagés. Ils croyaient qu'il avait une obligation morale de faire quelque chose pour changer la société. Et je crois que j'ai beaucoup changé depuis, mais pas dans cette conviction que la littérature ne doit pas être coupée, n'est-ce pas, de la problématique sociale et politique. Donc les mots sont des actes, comme disait votre vieux camarade Jean-Paul Sartre. Les mots sont des actes. De Sartre, absolument, dans laquelle que vous revendiquez, même si vous ne revendiquez plus son marxisme. Mario Vargas Llosa, vous connaissez très bien le Mexique. On voudrait évoquer le Mexique avec vous à propos du narcotrafic. Oui, parce que c'est un de vos engagements en tant que citoyen, qu'écrivain et témoin des conséquences du narcotrafic. Vous avez très souvent déclaré que la légalisation des drogues, c'était la seule solution pour
pour lutter contre les violences en Amérique latine, à commencer par le Mexique, donc, parce qu'on a tout essayé, sauf ça. Et vous êtes justement en passe d'être exaucé, parce qu'à la fin de l'été, c'est la future ministre mexicaine de l'Intérieur qui a plaidé pour une politique de dépénalisation. Elle n'a pas précisé de quelle drogue elle parlait, mais on en saura bientôt plus quand elle va prendre ses fonctions le 1er décembre. Et c'est une idée qui avait été préconisée par d'autres, par d'anciens chefs d'État latino-américains, colombiens, brésiliens, mexicains. Ils voulaient rompre le tabou. Vous en êtes convaincu, vous le dites, mais quelle forme est-ce que ça prendrait, des taxes sur le cannabis, sur la cocaïne? Au Pérou, par exemple, qui est producteur de cocaïne? Oui, mais vous savez, précisément, quand j'étais candidat au Pérou, j'ai trouvé que tous les problèmes péruviens avaient une solution, sauf celui de la drogue. Et des violences liées au trafic de drogue. Bien sûr, et la corruption liée à la Et les assassinats endémiques au Mexique. Alors, je crois que parce qu'on a dépensé des milliards de dollars en essayant de réprimer. La répression ne donne absolument rien. Au contraire, les marchés pour la drogue s'agrandissent chaque jour, chaque année. C'était un penseur libéral qui a dit, ça fait des années, les combats contre la drogue deviendra un métier très lucratif à l'époque, dans l'avenir. Et vous verrez que ceux qui vivent de combattre la drogue, ce seront les pires ennemis de la légalisation. Et c'est la vérité aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que vous souffrez comme latino-américain de voir que c'est sur votre continent que des gens meurent à cause de la drogue pour fournir la drogue que nous consommons en Occident? Mais oui, mais c'est terrible, mais c'est très compréhensible en même temps. Hein. Est-ce que ça peut nourrir en vous une colère des latinos? Il y a un marché qui est énormément riche et qui séduit facilement des gens qui ont des difficultés énormes pour survivre. Alors, on peut devenir très, très riche très rapidement si vous participez, n'est-ce pas, avec succès au marché de la drogue. Alors, on comprend très, très, très bien qu'il y ait tellement de candidats à devenir des trafiquants. Marchands de drogue. Je voudrais juste spécifier, vous qui n'êtes plus marxiste, ni castriste, ni rien, tout de même, los Estados Unidos del Norte, les États-Unis du Nord, qui bloquent la frontière, où on consomme de la drogue, qui enferment l'Amérique latine, où on meurt du marché de la drogue, est-ce que ça peut réveiller une vieille colère de latino-américains contre les marchés le Nord? pour la drogue, les États-Unis sont les principaux marchés pour la drogue et pour les drogues latino-américaines. S'il n'existait pas ces marchés-là, l'affaire de la drogue disparaîtra très, très rapidement. Le problème, c'est ces marchés-là. C'est un marché très, très, très riche, énormément riche. Et alors, ça attire tous les gens qui veulent devenir millionnaires, n'est-ce pas? Mario Vargas Llosa, revenons à la littérature. Vous savez que le prix Nobel de littérature ne sera pas attribué cette année. À qui devrait-il être attribué? Que lisez-vous? Qui vous exalte? Vous, comme lecteur, non plus comme romancier, mais en même temps lire, c'est écrire et vice-versa. Qui devrait avoir le prix Nobel de littérature? Il faudrait ressusciter Borges et lui donner les prix Nobel. Parce que ça a été... Par confraternité continentale. Oh là là, Borges. J'avais honte moi-même quand j'étais à Stockholm pour recevoir un prix qui Borges n'avait pas reçu. Oui. Il faudrait ressusciter Borges et lui donner ce prix. Eh bien, là où il est, il le reçoit de vos mains. Voilà. Et l'aveugle sourit. Mario Vargas Llosa, vous restez avec nous. Vous allez être rejoint par 2 journalistes de la presse internationale. Mais tout d'abord, un feu d'artifice de clichés, mais de clichés déconstruits avec humour. À propos de votre pays natal, le Pérou, ce sont les clichés de Thibault Nolte. Clichés, grande destination, petites abstractions. Le Pérou. Dans l'imaginaire collectif, le Pérou est un pays d'abondance, un pays d'or et d'argent, l'Eldorado des conquistadors de Charles Quint. Et si c'est pas le Pérou, c'est que c'est pas grand-chose, comme résumé par le chamanique Bourvil dès 1958. Et si j'ai le nez un peu de travers, j'ai aussi de jolis yeux clairs. C'est pas beaucoup, c'est pas le Pérou.
Et que reste-t-il des autres clichés du Pérou? Quechua, un joli nom. Celui des Indiens du Pérou, essentiellement paysans, héritiers des Incas depuis la colonisation espagnole au XVIe siècle. Celui d'une des 3 langues officielles du Pérou depuis 1975, dans laquelle petit se dit Uchuy et manger micouille. Hélas, un fabricant ch'ti de matériel de sport l'a collé sur une tente, déplié en 2 secondes, replié en 2 jours, synonyme de camping de masse et de mal logement en France. Apéro et clodo, c'est pas le Pérou. Quinoa, un joli nom. Celui d'un aliment traditionnel dont le Pérou est premier producteur mondial, la ressource de base des peuples andins depuis des millénaires, qui pousse jusqu'à 4000 mètres d'altitude. En quechua, la graine mère. Hélas, cette pseudo-céréale devenue denrée de choix mondiale pour bourgeoisie adipeuse a poussé à la monoculture avec un fort impact écologique et social. Fooding et bourrelet, c'est pas le Pérou. Condor, un joli nom, celui d'un oiseau mythique vénéré des Incas, lesquels ont édifié un temple du Condor dans leur célèbre cité Machu Picchu. Lors d'une fête nationale, un taureau, symbole du conquistador, est attaqué par un condor, symbole des Indiens. Hélas, le folklorique Piaf a donné son nom à une vilaine opération de la CIA et des tyrans sud-américains pour zigouiller leurs opposants de gauche dans les années 70. Gégène et Barbouze, c'est pas le Pérou. Toutefois, il est un totem péruvien que les prédateurs culturels ont laissé intact, à la fois proverbe, axiome et théorème. Le fumier n'est pas sacré, mais il fait bien des miracles. Ça, c'est le Pérou. Mario Vargas Llosa, vous avez été rejoint par Thomaïs Papaioannou. Bonsoir. Thomaïs, vous êtes correspondante pour la télévision publique, je précise, publique grecque ERT, et également par Marie-Roger Biloa. Bonsoir Marie-Roger. Vous êtes éditorialiste et directrice du groupe Africa International. Avant qu'on commence à aborder les sujets d'actualité, juste un mot sur le Pérou. On ne va pas revenir sur 90 quand vous avez perdu face à Alberto Fujimori. Comment va le Pérou aujourd'hui ? Nous avons un gouvernement démocratique. C'est déjà ça. L'économie ne va pas très mal. Alors, on est beaucoup mieux que dans le passé. Très bien. Mais vous vivez toujours en Espagne, Mario Vargas Llosa. Oui, mais je retourne. Tous les ans, je visite le Pérou. Oui. Très bien. On va démarrer, Claude, avec le premier événement. Ça a eu lieu dimanche. Un premier tour, scrutin présidentiel au Brésil. Oui, premier tour remporté, mais alors très nettement par le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro, 46% des voix. Personne ne voit comment le candidat de la gauche rémanente, Fernando Haddad, pourrait l'empêcher de l'emporter. Question pour vous, Thomaïs Papaioannou, vous avez suivi cette élection, vous saisissez la personnalité du futur vainqueur, Bolsonaro. Comment est-ce que vous qualifieriez cet homme politiquement ? C'est l'extrême droite, évidemment, mais c'est un pays en profonde crise. Hein. C'est le pays qu'on disait toujours, c'est l'avenir, le pays de l'avenir, Brésil, le pays de l'avenir, mais l'avenir n'arrive jamais au Brésil finalement. C'est un perpétuel cercle de récession. Et je pense que, parce que nous aussi on a eu les Jeux olympiques en Grèce en 2004, je pense que d'organiser la Coupe du Monde et quelques années plus tard les Jeux olympiques, ça a anéanti complètement l'économie. Et immédiatement, elle est entrée en récession après. C'était une grande faute pour le pays. Le pays a investi mal. Et donc, maintenant, la conséquence est très grave. Et parce qu'il y a une atroce récession au Brésil et une violence majeure. Mais ça suffit à expliquer la nostalgie de la dictature militaire. Alors, c'est un phénomène qui arrive partout au monde, et non seulement en Amérique latine. Et je pense que le Brésil, c'est la violence, je pense que les gens ont besoin de la sécurité. Ils se sentent vraiment menacés dans leur vie quotidienne. Et je pense que ça, c'est la principale motivation. Je vous interromps un instant. Si l'aube dorée, votre parti extrême droite était en train de l'emporter en Grèce, on était sur un plateau au Brésil, des gens diraient « Oh, la situation est tellement compliquée en Grèce, il faut comprendre ». Vous seriez indigné. Indigné, certes, mais la crise économique profonde qui a touché les pays a fait révéler l'aube dorée. Hein. C'est un fruit de la crise économique. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Même en Europe, là où il y a une vraie crise sociétale, là, il y a les extrêmes qui apparaissent. Et surtout, certains partis encouragent ces montées de l'extrême. Pourquoi ? Parce que ça incite d'autres parties de population de rejoindre la cause de partis plus modérés. Vous voyez, c'est un jeu politique très dangereux, mais ça s'est passé en Europe aussi, comme ça passe en Amérique latine. Hein. Marie-Roger Biloa. Oui, c'est le point culminant d'une série de dérèglements, de dysfonctionnements. Je crois qu'en regardant le Brésil l'année dernière et l'année d'avant, on a vu des choses
assez surréalistes, comme la destitution de Dilma Rousseff pour cause de maquillage de compte, pour mettre des gens encore plus corrompus. Et vraiment, on avait l'impression que tout le monde était pataugé dans une espèce de corruption généralisée. Et en plus, il y a une nostalgie dans un pays comme le Brésil vis-à-vis des militaires, parce qu'on en a déjà eu. On a eu à plusieurs reprises. Et donc, on se dit, vu la violence, je suis d'accord avec la violence. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui éclate aux yeux et où on cherche des solutions irrationnelles. Donc, lorsqu'on a ça, je suis d'accord que lorsqu'on a une situation comme ça, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer? Non, pas toujours. Vraiment, il y a une partie irrationnelle où le peuple bascule dans l'irrationnel lorsqu'il est dépassé par la réalité. Il y a quand même, si je peux me permettre, une partie du Brésil qui semble être rationnelle. C'est les pouvoirs financiers, c'est l'oligarchie financière, ce sont les marchés financiers. La bourse brésilienne a grimpé de 6 points juste après la victoire au premier tour de Bolsonaro. C'est une question pour vous, Mario Vargas Llosa. Est-ce qu'on est en train de retrouver un monstre connu de l'Amérique latine, l'alliance de l'extrême droite et des intérêts financiers pour mettre le peuple au pas? Oui, je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même vous corriger, si vous me permettez. Bien sûr. Vous avez présenté Bolsonaro comme un libéral d'extrême droite. Il n'y a pas de libéraux d'extrême droite. Il y a des libéraux et des réactionnaires. Un libéral sur le plan économique souhaitant une dérégulation, disons. Oui, mais on ne peut pas séparer. Si vous êtes un libéral, vous croyez au marché, mais vous croyez à la démocratie surtout. D'accord. C'est très important. Alors il est illibéral, Bolsonaro. Illibéral. Mais je crois que c'est très important Pardonnez-moi, juste pour préciser. Son programme économique est inspiré de l'école de Chicago, Milton Friedman, qui était déjà là dans le Chili de Pinochet. Voilà, d'où ma question encore une fois, l'alliance des intérêts financiers et de l'extrême droite. Est-ce que c'est le retour d'un cauchemar latino? Non, mais en Amérique latine, vous avez des gouvernements très démocratiques qui croient à l'économie des marchés et qui même privatisent des entreprises. L'Uruguay a un gouvernement de gauche. Et pourtant, la politique économique en Uruguay est une économie libre, est une économie qui respecte la propriété privée et qui même privatise des entreprises. Quand on parle du Brésil, il faut se souvenir les grands mouvements populaires contre la corruption. Ce n'était pas un mouvement contre la démocratie, c'était en faveur de la démocratie. Et le peuple brésilien a eu la fortune d'avoir des juges qui soutenaient ces mouvements et qui ont envoyé en prison des entrepreneurs, des politiciens corrompus. Et alors, je crois que c'est l'explication du vote. Ce n'est pas parce qu'il y a 50 millions de fascistes au Brésil, mais parce qu'il y a une espèce d'égout tel contre la corruption qu'ils ont voté un candidat qui n'a pas quand même n'a pas été mêlé à cette corruption. C'est la différence. Mais il est machiste, il est militariste, il est raciste, il est raciste, oui. Mais il n'a pas été accusé de corruption. Alors je crois que c'est un important, c'est la crédentiale qui explique au moins partiellement cette vote qui nous préoccupe. Qui nous préoccupe tous. Bien sûr, oui. Merci Mario Vargas Llosa. On monte au nord avec la presse internationale et la une du Washington Post d'hier matin où l'on voit un homme la bouche ouverte, la main levée au sein de la Maison-Blanche. Eh bien oui, c'est Brett Kavanaugh, élu à la Cour suprême après un vote ultra serré, 50 sénateurs pour, 48 contre. Kavanaugh qui a prêté serment lors d'une cérémonie très politisée par Donald Trump qui lui a présenté ses excuses à lui et à sa famille au nom de la nation. Victoire idéologique pour Trump qui aura sans doute au passage comblé son électorat évangélique. Qu'en pensez-vous, Thomaïs Papayonaou? Honnêtement, j'étais très choquée parce qu'il a demandé excuse au nom de la nation. Et au nom de la nation, on utilise, par exemple, au Canada, pour demander pardon officiellement aux Indiens, et au peuple qu'on a colonisé, qu'on a massacré
séparés, qu'on a maltraités. Et c'est très choquant parce qu'il va dans des eaux très boueuses et c'est très dangereux pour la démocratie américaine, je trouve. Quand il utilise des phrases pareilles, il n'est pas président des États-Unis, hein. Il est un perpétuel candidat, et très dangereux, très démagogue quand il utilise les institutions d'un pays comme les États-Unis pour faire valoir son... Mais ça lui réussit parce que sa popularité est intacte. Il a de très bons chiffres sur le chômage, sur l'économie. Pour l'instant, ça lui réussit. Alors, Obama ne sera pas très d'accord avec vous parce qu'il dit que tout ce qui lui a réussi actuellement, c'est parce que c'est les fruits de la politique Obama. Mais attention, tout le monde dit que c'est un triomphe. Et c'est vrai, c'est un triomphe ce qui s'est passé avec la victoire de Kavanaugh. Mais attention, il y a des élections, midterm elections, en novembre. Et là, on va voir si effectivement c'était une victoire ou pas. Oui. Marie-Roger Bilawa, il prépare une révolution conservatrice sur un plan sociétal avec cette élection à la Cour suprême? Je crois qu'on peut dire oui, oui et oui. Parce que, souvenez-vous, lorsque Trump a été élu, c'était contre le Parti conservateur. Les républicains n'en voulaient pas vraiment. Et on se demandait comment ça va se passer, qui va phagocyter l'autre. Mais on a la réponse. Le Parti conservateur, les républicains appartiennent maintenant à Trump. C'est son objet, il en fait ce qu'il veut. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, moi, personnellement, je ne suis plus choquée par rien. On a tout vu. On a vu la façon dont il a traité cette femme, professeure d'université, quelqu'un de très posé. Il demande pardon. Enfin, je veux dire, il demande pardon. C'est une humiliation sans nom pour elle et pour les femmes. Il faut dépasser le stade où on dit on est choqué pour analyser politiquement un mouvement qui est en train de l'emporter. Tout à fait. On ne peut plus être choqué. Regardez ce qui se passe au Brésil. On dit aussi, on l'appelle le Trump, voilà, qui insulte, qui injurie, qui fait tout ce qu'il faut pour ne pas être élu et qui est élu. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les catégories normales. Juste un mot, et vous, êtes-vous choqué par Donald Trump, Mario Vargas Llosa? Beaucoup. Oui, je n'aurais jamais cru qu'une personne comme Trump pouvait être élue à la présidence des États-Unis. Personne n'aurait pensé ça. Mais je crois qu'il y a quand même un mouvement de résistance qui est très puissant. Et moi, je ne veux pas seulement, mais aussi je crois qu'il ne va pas être réélu. Je crois qu'il y aura quand même... Il y a cette mobilisation démocratique qui est extraordinaire aux États-Unis. Ce n'est pas seulement la croissance de la droite. Non, c'est la mobilisation du centre, du libéralisme, des démocrates américains. Je crois que finalement, ils vont gagner l'élection. À suivre. La télévision des autres nous mène en Arabie Saoudite, Nadia. Oui, et ça s'est passé le 20 septembre dernier. Pour la première fois, les Saoudiens ont vu apparaître sur leur écran de télévision une femme aux manettes du journal du soir le plus populaire du royaume. C'est l'équivalent de notre 20h qui est diffusé sur Saudi TV. C'est la première chaîne du pays. Cette femme, la voilà, elle s'appelle Weham Al-Dakel. Elle a une très longue carrière de journaliste et de reporter derrière elle, mais elle officiait toujours depuis l'étranger, comme à Bahreïn, par exemple, autre havre de démocratie. Et donc, elle est désormais chaque soir dans les foyers saoudiens. Et c'est un choix qui s'inscrit dans le plan de réforme Vision 3000 du prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est un plan qui est en partie censé réduire les nombreuses interdictions faites aux femmes. On va attendre un petit peu avant de faire de l'Arabie Saoudite un îlot de progressisme, parce que cet événement qui a été très très médiatisé par le royaume est en réalité le cache-sexe d'une réalité qui est beaucoup moins séduisante, un peu comme on s'est tous emballés au moment où les femmes ont enfin été autorisées à conduire. C'est une avancée certes, mais les femmes conduisent, mais elles sont toujours sous la tutelle de leur époux, de leur père, de leur frère, ou même de leur fils. Et Mohammed Ben Salman, il a beaucoup moins communiqué sur ce qui a suivi cette autorisation très médiatisée. C'est l'arrestation massive de militantes féministes, des femmes, un véritable coup de filet qui avait été, rappelez-vous, dénoncé par l'adoption au Parlement d'une résolution, alors adoptée presque par tous, puisque des eurodéputés membres du PPE, le groupe PPE, la droite conservatrice, s'étaient abstenus, comme les deux personnes qu'on voit s'afficher ici. Et puis cette image d'une Arabie Saoudite décidée à s'ouvrir et à se moderniser, elle a aussi été ternie cette semaine quand on a appris la disparition de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien qui est très critique envers le régime, notamment dans ses pamphlets qui étaient publiés dans le Washington Post. Washington Post qui a rendu hommage à son journaliste cette semaine de façon assez inédite dans ses pages en publiant
devant ces colonnes vides, puisque, donc on vient de l'apprendre, la Turquie affirme qu'il a été tué, il a disparu et qu'il a été tué dans l'enceinte même du consulat de son pays en Turquie, où il était venu pour faire des démarches administratives pour son mariage. Alors on a entendu les États-Unis et l'Europe réclamer une enquête. Il y a eu des coups de menton comme ça diplomatiques, mais Marie-Roger Billois, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller encore plus loin et de cesser tout simplement de commercer avec l'Arabie Saoudite, ce que l'Europe et les États-Unis font allègrement depuis quelques années, hein. Mais ça fait longtemps que je crois qu'on le souhaite, parce que indépendamment de la situation intérieure, c'est-à-dire l'évolution des mœurs, etc., l'Arabie Saoudite est quand même un facteur déstabilisant de toute la sous-région. Engagé au Yémen, par exemple. Le Yémen, par exemple. Le Yémen. Mais c'est une diplomatie du chéquier. On sait que ses liens avec Trump, je ne sais pas combien de milliards de contrats il lui a donné, et c'est pour ça qu'il peut se permettre d'aller tuer des journalistes dans une ambassade, envoyer des... Il fait ce qu'il veut, et de temps en temps, comme il sait ce qui touche les Européens, les Occidentaux, on fait quelque chose avec une femme, elle lève un petit bout de voile, tout le monde va s'émerveiller, et puis on passe. Ça marche, bien sûr que ça marche, on en parle. Alors que c'est rien du tout, c'est un non-événement par rapport à tout ce qui se passe. On parle encore de déstabilisation. Là encore, il y a eu des problèmes au Sahel, où on retrouve la trace de l'Arabie Saoudite. On y reviendra prochainement, mais on va s'intéresser à l'Europe. Claude. L'Europe qui est en train de vivre un moment à la fois de clarification idéologique et de confusion sémantique. Clarification idéologique, c'est arrivé lundi. Madame Le Pen et M. Salvini ont fait le parfait amour et ont même lancé ensemble, le ministre de l'Intérieur italien et la chef de l'opposition d'extrême droite en France, ils ont lancé ensemble leur campagne européenne. Ça, c'est la clarification. Confusion sémantique ensuite, parce que le thème commun à M. Salvini et Madame Le Pen, c'est l'Europe qui protège. Pas de chance, c'est aussi ce que veut nous vendre Emmanuel Macron. Leur antithèse, lui aussi, veut que nous soyons protégés par l'Europe. Question pour vous, Mario Vargas Llosa, qui est latino-américain, mais qui vous nous avez choisi l'Europe et qui vivait en Espagne. Est-ce que nous sommes, l'Europe, un pauvre petit continent apeuré qui a besoin d'être protégé? Non. Non, je ne le crois pas. Je crois que l'Europe vit probablement les rêves démocratiques les plus ambitieux du monde, qui est la construction de l'Europe. Si la construction de l'Europe réussit, alors on va suivre. En Amérique latine, on va suivre ces modèles-là. Et je crois que ça serait le triomphe de la démocratie. C'est tout à fait normal que quand il y a un projet si avancé du point de vue démocratique, il y ait une réaction négative, nationaliste. Vous n'êtes pas inquiet par la montée de ces partis nationalistes un peu partout en Europe? Il n'y a pas que la France et l'Italie. Mais je crois qu'ils ne vont pas gagner parce qu'ils représentent le passé. Ils représentent les cavernes, les caves. Mais ils ont de plus en plus d'audience. Madame Le Pen et le Premier ministre italien, c'était triste. C'était vraiment le passé, c'était le Moyen-Âge. Est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre vos catégories morales, philosophiques, esthétiques, ces gens-là vous dégoûtent, pourquoi pas, avec ce qui se passe dans la réalité des peuples où la colère monte? C'est très grave, cette réveil du nationalisme. Bien sûr que c'est très grave, il faut le combattre avec résolution. Mais je ne crois pas qu'ils vont gagner, qu'ils vont détruire cet effort pour construire l'Europe, qui est le seul grand projet aujourd'hui réaliste et qui avance. Quoiqu'il y ait beaucoup de problèmes, je crois que ça avance. Et la preuve, ce sont des pays qui ont déjà bénéficié beaucoup avec la construction de l'Europe, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme la Grèce. Justement, quand dit Thomaïs Papaioannou. Justement, soyons réalistes, demandons l'impossible. Vous avez vécu la grande crise économique qui a vraiment touché, c'est le premier test pour l'Europe, c'était cette crise-là qui est encore un peu sournoise. Et vous ne pensez pas qu'en fait, finalement, ils ont raté complètement cette construction européenne? Le visage déplorable de Bruxelles, avec Jean-Claude Juncker, et l'austérité aussi, Jean-Claude Juncker en fin de règne, avec une bureaucratie, avec les scandales en Bruxelles. C'est le président de la Commission européenne. Bien sûr que pas. C'est un visage, c'est le visage le plus visible. Vous posiez une question à Mario Vargas Llosa. Continuez. Ça ne vous gêne pas, cette Europe allemande, quelque part? Non, je ne crois pas dans l'Europe allemande.
Mais, écoutez, l'Espagne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'Europe. C'est l'Europe qui a permis cette démocratisation du pays pacifique et c'est l'aide européenne qui a permis à l'Espagne de devenir un pays moderne et prospère. Hein? Et je crois que ça, c'est très important. Le Portugal aujourd'hui est un pays très prospère. C'est grâce à qui? Grâce à l'Europe. Pas malheureusement. Non, le Portugal est un pays très prospère aujourd'hui. Est-ce que ce discours prend? Parce que réellement, je ne sais pas si tous ces populistes vont réussir sur le long terme, mais je crois qu'ils ont une longue séquence encore devant eux. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Le dynamisme est de leur côté. Regardez Marine Le Pen, Salvini, voilà, tout le monde est un peu tétanisé. Et je dirais, le gouvernement français, Macron, ils sont un peu sur la défensive. C'est eux qui dictent l'agenda. Et quand on dit qui c'est qui protège davantage, je trouve qu'ils se renvoient... Ils ont gagné la bataille des mots. Je ne sais pas, oui, parce que, par exemple, sur l'immigration, Salvini et Macron sont sur la même ligne. Ils ont beau dire le contraire, sont sur la même ligne. À quelques détails près, dans les mots aussi, dans leur manière de parler de l'immigration. Mais ils sont sur la même ligne. Mais aussi, c'est ce mouvement-là qui est dans l'initiative. Je pense à l'AfD, le parti xénophobe allemand. Qu'est-ce qu'ils nous sortent? Ils créent une section juive. Ah bon? Les gens étaient estomaqués, mais ils vous expliquent que oui, non, parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est les musulmans, donc il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas antisémite, etc. On est tous estomaqués, mais c'est eux qui sont dans l'initiative politique, l'innovation politique. Je ne la juge pas bonne ou mauvaise, mais enfin, c'est là-bas que les choses se passent, alors que les autres ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mario Valls-Sosa, vous êtes engagé en Espagne où vous vivez contre l'indépendance de la Catalogne. Oui. Je crois que vous êtes assez proche d'un Français qui a émigré à Barcelone. Vous connaissez Manuel Valls et vous le soutenez? Je le connais très bien, oui. Et vous le soutenez? Mais je le soutiens à 100%. Ah ouais. Ça serait très important, la victoire de Manuel Valls comme maire de Barcelone. Ça serait très, très important parce que ça serait un coup très fort contre ce qui représente le nationalisme catalan. Ce sont la tradition, la pire tradition antidémocratique. La Catalogne n'a été jamais indépendante, jamais, pas un seul jour. Pas un seul jour. Ça faisait partie de la France et après, ça fait partie de l'Espagne. Alors, cette idée, c'est complètement ridicule, c'est absurde, c'est mensongère. Bon. Eh bien, en tout cas, il sera ravi d'apprendre qu'il a votre soutien. J'en suis convaincue. Je soutiens Manuel Valls 100%. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, le message pour la démocratie, pour la liberté en Espagne, s'il gagne la mairie de Barcelone. Merci. Je vais les soutenir 100%. Super Mario. Merci Mario Vargas Llosa d'avoir été notre invité dans ce hors-série. Merci Marie-Roger Biloa et Thomaïs Papayoannou. Dans un instant, nous retrouverons les chérubins Maudieu et Saltiel à propos de la foire du livre de Francfort qui s'ouvre aujourd'hui, la foire du livre. Et à propos des robots japonais de compagnie pour le 3e âge, mais des intox tout d'abord. Ce soir, une infox qui a déclenché un mouvement de panique en Wallonie. 80 ans après Orson Welles et son canular radiophonique qui annonçait une attaque extraterrestre, une autre fake news aurait déclenché un mouvement de panique en Wallonie. Mais cette fois encore, la panique a été largement exagérée. Le 28 septembre, des petits malins créent une page qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au site d'info belge RTL Info. Avec un scoop qui met le feu aux poudres, l'explosion de la centrale de Tihange. Une fake news qui résonne avec l'actu puisque 2 des 3 réacteurs de cette centrale sont à l'arrêt pour cause de problèmes techniques. RTL Info dément rapidement cette intox, mais pour plusieurs médias français, la fake news aurait créé un mouvement de panique en Wallonie. Des habitants pris de panique ont quitté à la hâte leur domicile, écrit par exemple Le Monde qui parle de nombreux appels à la police. Desintox a contacté le centre de crise du ministère de l'Intérieur belge qui assure qu'on ne peut pas parler de mouvement de panique dans la mesure où il n'y a eu que 30 à 50 appels de plus au 112, le numéro d'urgence. Même chose pour le bourgmestre de Huy où est située la centrale qui certifie qu'il n'y a pas eu le moindre mouvement de panique. Le Monde a d'ailleurs reconnu depuis que parler de mouvement de panique était un peu fort. L'histoire en tout cas ne va pas s'arrêter là. RTL Info affirme avoir porté plainte pour usurpation de son image et les enquêteurs belges sont à la recherche de l'auteur du canular. Après avoir déclaré qu'il n'avait fait que relayer la fake news imaginée par des militants antinucléaires,
Le créateur du site parodique Nordpresse revendique maintenant en être l'auteur. Vrai ou faux, il prétend en tout cas que le canular visait à alerter l'opinion sur l'état des centrales belges. Merci Désintox. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Oui, très libéré, très carré. Ce garçon. Alors, la foire du livre de Francfort ouvre ses portes aujourd'hui. Oui, ah bon, très bien. 70e édition, Géorgie à l'honneur. Un rendez-vous incontournable pour le monde de l'édition, comme l'auteur célébré que vous êtes le sait. Vous serez peut-être traduit dans plein de langues. J'aimerais bien. Oh, bah oui. En espagnol. En attendant, qu'est-ce que vous nous racontez? Eh bien, on va faire un petit Ça tour fait au 600 XVIe ans. siècle. Voilà. Oui, c'est une très vieille foire, en fait, la foire de Francfort. Nous, on va aller précisément en 1574. C'est au moment où un imprimeur libraire français, qui s'appelle Henri Estienne, est tellement content d'aller à la foire de Francfort qu'il rédige une petite notice en latin intitulée Forcofordiense Emporium, la foire de Francfort, juste pour présenter. Ah mais il est ravi, il adore. Il trouve que là-bas tout est très très bien, c'est très bien organisé à Francfort, il est très très bien pris en main, il adore cette émulation intellectuelle, il découvre les livres des autres et puis surtout il peut présenter les siens. Francfort, pour lui, c'est magique. Mais cette foire de Francfort est ancienne. C'est une foire, vous savez, c'est foire du XIIe, XIIIe siècle environ, mais c'était une foire un peu classique. C'est au XVe siècle qu'on voit apparaître sur les étals des livres. Alors pourquoi Francfort et pas ailleurs? Eh bien, parce que c'est là, à Mayence, pas très loin de Francfort, que dans les années 1450, Gutenberg invente l'imprimerie. Et donc, dans la région, on se spécialise, il y a de plus en plus de petits imprimeurs, et Francfort devient le lieu incontournable. Donc, on vient à Francfort de toute l'Europe pour voir les livres, on s'en doute, mais pas seulement. On vient à Francfort pour voir les presses. Ah, faut acheter la grosse presse, celle-là, elle est jolie. Pour acheter les petits caractères de typographie, un A, un B, un C, un Q, tout ce qu'on veut. On a tout ce qui plaît à Francfort. Alors, cette foire est absolument magique parce qu'elle se développe à un moment particulier de l'histoire de l'humanité, le XVIe siècle, 15e, 16e siècle, la Renaissance. Vous savez, quand l'humanisme draine toute l'Europe, en tout cas ce qu'on a appelé la République des lettres, où les hommes arrivent à échanger avec une langue commune, le latin, et surtout une vraie appétence pour comprendre le monde. Hélas, la foire décline peu à peu, dès le XVIIe, parce que déjà il y a la guerre de 30 ans, qui commence il y a 400 ans, là, en 1618, et puis l'Église... C'est ça. 718, il y a 400 ans. C'est la bonne date. Et puis l'Église prend de plus en plus la main sur cette foire. Le pouvoir aussi, on commence à contrôler les titres. Alors vous doutez bien, tous les éditeurs se carapatent. Elle disparaît dans les années 1750, mais étonnamment, elle ressurgit après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où l'Allemagne divisée en deux a besoin de restructurer son monde de l'édition, mais surtout où l'Allemagne veut envoyer au monde un message très clair, nous renouons avec l'humanisme. Voilà. Alors pour finir, je vous propose un petit tour à la foire de Francfort avec l'écrivain Robert Sabatier qui, comme beaucoup de Français, est surpris d'une forme particulière de l'humanisme allemand. Le porno. Il est certain qu'on est un petit peu surpris par l'abondance, surtout chez les Allemands, des stands avec des posters, le porno, mais alors le porno qui va jusqu'au scatologique, alors ça on en voit énormément. Les Français s'y intéressent, je crois, avec une certaine timidité. C'est tout à fait inouï. Et puis en couleur en plus. Là ils sont dégueulasses, mais alors dégueulasses ces mecs-là. Ouais. Dit-il, l'œil qui frise. Enfin on le voit pas, vous me direz, c'est si bien éclairé. C'est les allumettes suédoises. Oui. Il y a suédoise dans le titre, vous voulez dire? Alors ça c'est pas bien du tout, pas bien. Des robots japonais. Oui. Pourquoi faire? Bien pour aller du côté des maisons de retraite avec plus de 700 000 personnes âgées qui sont placées dans ces maisons, un sous-effectif chronique. Est-ce que les robots japonais représenteraient la solution miracle pour nos aïeux? Il y a, du moins dans notre pays, de plus en plus d'expériences dans ce sens, avec un grand nombre d'importations de ces robots, dont un qui est le plus emblématique, c'est Paro. Paro qui est un petit phoque soyeux. Il est ici, il a déjà été adopté dans plus d'une quarantaine d'établissements en France. Il est surtout utilisé chez les malades qui souffrent d'Alzheimer, puisqu'il arrive à susciter des interactions, le non-verbal, il remue la queue, il plisse les yeux, il pousse des cris de colère et de surprise. Et selon... Comment ? Non, rien. Et selon certaines études, il pourrait même favoriser la réminiscence des souvenirs. Alors il y a plus perfectionné que Paro, ce petit phoque, il y a tout simplement Zora.
avec ses caméras à la place des yeux, des haut-parleurs en guise d'oreille, 3 doigts et une kyrielle de capteurs. Voici Zora qui peut tenir une conversation et qui peut aussi faire danser les seniors sur la musique de leur choix. Alors tout ça a un coût, par row, j'y reviens, c'est 6 400 € pièce quand même, donc encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir. Zora, c'est encore plus cher et surtout, pour l'instant encore, ces robots doivent avoir besoin d'une présence humaine pour vérifier les interactions. Voilà, donc l'homme est toujours indispensable. Mais les fabricants, les constructeurs comptent bien s'attaquer maintenant au marché colossal des personnes âgées qui vivent seules à domicile. Les parents de Zora ont même conçu Bilibili et ce spot publicitaire. Je sens que vous l'aimez celui-là. Oui, Bilibili, je l'adore, surtout son spot publicitaire qui est aussi glauque que déprimant. On regarde. Rencontrez notre nouvel ami Bilibili, un pot de fleurs qui parle. Bonjour, mon nom est Bilibili. Découvrez, apprenez et prenez soin de vous grâce à Bilibili. Alors non, ce n'est pas une parodie. J'ai entendu Nadia poser la question pendant l'extrait. Non, c'est réaliste, c'est un vrai spot de publicité. C'est donc un pot de fleurs connecté, un merveilleux pot de fleurs qui rappelle donc à votre grand-mère quand prendre ses médicaments, qui peut même envoyer des messages. Les proches peuvent, grâce à lui, envoyer des messages. On peut le voir d'ailleurs, on le voit le Bilibili à côté de la photo du défunt mari. Voilà, c'est un magnifique plan. Et ça fait urne aussi. Ça fait urne aussi. En tout cas, ça nous donne l'impression que les proches peuvent s'occuper à distance de nos aînés sans culpabilité. Et voilà un argument de vente qui a de l'avenir. C'est bien un humain quand même. Oui, c'est pas mal. Merci mes amis. 28 minutes est terminé à suivre sur Arte Chérie, soirée cinéma, la nouvelle vie de Paul Snider. Une très belle adaptation du roman de Jean-Paul Dubois avec Thierry Lhermitte dans un contre-emploi plein de chiens. On se quitte en musique avec Simon et Garfunkel. Oh. El Condor passe ça. Bah oui, un clin d'œil au Péruvien Mario Vargas Llosa. Tchuss. Yes,